Retrouve les directs, les podcasts et la newsletter sur www.libradio.org. Mégalithes d'ici et d'ailleurs, une exposition qui présente les travaux menés par le laboratoire d'archéologie préhistorique et anthropologie de la faculté des sciences de l'université de Genève. 3 zones d'intérêt pour comprendre le mégalithisme dans le monde: le bassin genevois, la Bretagne et le Hakkar au nord du Liban. Cette exposition se réouvrira le 1er septembre, du 1er septembre au 30 octobre. Du lundi au vendredi de 7h30 à 19h, l'entrée est libre. Il y aura des ouvertures exceptionnelles, notamment les journées du patrimoine, 12 et 13 septembre de 14h à 18h, ainsi que le dimanche 4 octobre de 14 à 18h. Également des visites guidées les jeudis 17 septembre, 8, 29 octobre à 13h, et ça c'est sur inscription. Il y a également des visites organisées pour les scolaires sur demande au mail suivant martine.piguet@unige.ch. Il y aura également un finissage le jeudi 29 octobre à 18h. Voilà pour les informations que l'on mettra bien entendu au libellé de ce podcast-là. Je n'ai pas encore parlé, mais ça se tient où? Eh bien, ça se tient à la salle d'exposition de l'Université de Genève, Uni Karl Vogt, 66 boulevard Karl Vogt, et que le site internet qui nous donne ces informations-là, entre autres, eh bien, c'est www.unige.ch/public événement ou mégalithe, je sais plus très bien. Bonjour, mais vous allez, Tara Steimer, bonjour à vous. Vous allez nous préciser ça. Bonjour. Alors, vous êtes chargée de cours au laboratoire d'archéo préhistorique et d'anthropo. Vous êtes co-commissaire de l'exposition. Vous êtes doctoresse. Oui. Et je voulais quand même citer que vous êtes donc co-commissaire en compagnie de Florian Cousseau. Également, qui est postdoc, oui. Voilà, et exactement. Et puis que le comité scientifique est composé de Marie Besse, de Martine Piguet, et il y a un scénographe qui est Thomas Thibault. Alors, bonsoir à vous. Dites-nous, pour commencer, bonsoir. Alors, pour commencer, sans transition, qu'est-ce donc qu'un mégalithe? Alors oui, vous commencez directement, donc sur les mégalithes. Un mégalithe, ça peut être utilisé sous plusieurs formes. En fait, les hommes à la préhistoire ont dressé des monuments mégalithiques. Certains sont des pierres dressées qui ont plus une fonction commémorative, et puis d'autres vont être dressés pour en fait créer un espace. Donc une sorte de coffre de pierre qui va être utilisé pour le funéraire, donc pour inhumer des défunts. Donc en fait, ce qu'on présente lors de l'exposition, c'est toute cette diversité du mégalithisme. Donc il y a également du funéraire, mais il y a aussi du commémoratif. Très bien. On va revenir bien entendu là-dessus. On va vous poser des petites questions pour préciser les choses. Mais avant cela, j'aurais voulu que vous nous précisiez quels sont les liens entre l'archéologie et l'archéologie préhistorique en l'occurrence et l'anthropologie. Quels sont les liens que l'on peut faire entre ces deux notions, ces deux sciences? Alors, quand vous me posez la question anthropologie, vous pensez à quoi? L'anthropologie physique ou l'anthropologie culturelle? Eh bien, je pense un peu aux deux en fait. Parce qu'en fait, il y a plusieurs choses. En fait, quand on parle d'anthropologie, l'archéologie va se servir de l'anthropologie physique, c'est-à-dire de l'utilisation des connaissances sur l'humain, donc tout ce qui est ossement. Et puis c'est vrai que comme on a pour le mégalithisme, on a souvent affaire à des inhumations. On a donc des squelettes et des individus, et donc on va avoir besoin d'anthropologues pour étudier ces individus. Donc on va utiliser l'anthropologie physique. Ensuite, l'anthropologie culturelle, c'est autre chose. C'est ce qu'on appelle l'ethnographie. Et c'est vrai que nous, en tant qu'archéologues, surtout moi, j'ai beaucoup utilisé l'ethno-archéologie pour essayer de comprendre des choses qui étaient parfois assez ténues, surtout à la préhistoire. Par exemple, pour le mégalithisme, comment les hommes arrivaient à tracter des pierres de plusieurs tonnes. Donc, il y a des peuplades, des tribus en Indonésie qui continuent encore aujourd'hui à tirer des pierres pour construire des monuments mégalithiques pour leurs morts ou pour commémorer leurs morts. Et donc, j'ai pu participer à des cérémonies, observer un petit peu toutes ces pratiques, et ça m'a aidé dans ma connaissance des monuments mégalithiques préhistoriques du bassin genevois, mais aussi donc en France ou au Liban.
Vous anticipez mes questions, c'est très bien comme ça. Quand est-ce que les premiers mégalithes, quand ces premiers mégalithes sont-ils apparus? Et vous l'avez, mais là vous avez déjà répondu, c'est donc une activité qui n'est pas encore éteinte, qui a une continuité à l'époque contemporaine. Oui, alors c'est vrai qu'elle n'est pas éteinte. Alors les premiers mégalithes, alors jusqu'à il n'y a pas très longtemps, on pensait que les premiers mégalithes étaient sur la façade atlantique, donc du Portugal jusqu'à la France et la pointe de la Bretagne. Et puis depuis maintenant une bonne quinzaine d'années, même une vingtaine d'années, il y a un site en Anatolie, donc en Turquie, qui s'appelle Göbekli Tepe, qui est donc du 9e millénaire avant Jésus-Christ. Donc, vous voyez que ça fait presque 11 000 ans. Et à cette époque-là, donc des chasseurs-cueilleurs dressaient déjà des piliers de plusieurs tonnes. Donc le mégalithisme, il est apparu il y a 11 000 ans dans cette zone du globe. Et après, on a énormément de monuments qui utilisent donc la pierre, enfin le mégalithe, c'est-à-dire la grosse pierre, et également les techniques de la pierre sèche qui sont très utilisées pour construire les monuments mégalithiques. Et ça, on en a beaucoup au Proche-Orient, notamment en Arabie Saoudite, au Yémen, mais également au Liban, en Syrie, en Jordanie, toute la vallée du Jourdain. Il y a énormément de monuments mégalithiques qui sont, eux, parfois un peu plus tardifs. On a vraiment un énorme phénomène autour du 5e millénaire. Et il est contemporain de celui qui est donc sur la façade atlantique au Portugal et également en France. Ok. Justement, observe-t-on une évolution dans le temps des formes, des matériaux et ou des dispositions de ces mégalithes? Alors non, il n'y a pas d'évolution, parce qu'il y a un savoir-faire, hein, donc un savoir-faire qui apparaît très tôt. Et puis, certaines tribus ou clans vont utiliser à des fins donc très, je dirais, caractéristiques par région. Par exemple, en Suisse, le mégalithisme va apparaître sous une certaine forme, c'est-à-dire que ce qui apparaît au 4e millénaire en Suisse, ce sont les pierres dressées, alors que de l'autre côté, en France, sur la façade atlantique, on aura plus les premières formes de mégalithisme, ce seront des tombes. Vous voyez que chacun choisit un peu ce dont il a besoin à un moment donné de son histoire. On ne peut pas faire de généralité et surtout, il n'y a pas d'évolution, je dirais, morphologique des tombes, de quelque chose de simple à quelque chose de complexe. Au contraire, il peut y avoir des choses très complexes et puis qui vont devenir plus rudimentaires en fonction du temps. D'accord. Et dites, observe-t-on peut-être des singularités géographiques ou alors des ajouts au travers des époques, une gravure qui apparaît à un moment donné, une sculpture d'une certaine manière d'un fragment peut-être, ou vous voyez ce que je veux dire, une sorte de... Oui. Voilà. Tout à fait. On a un exemple frappant en Suisse, hein, avec dans le Valais, dans la ville de Sion. Donc il y a des tombes mégalithiques qui sont donc des coffres en pierre de forme rectangulaire qui sont inclus dans une plateforme trapézoïdale. Et donc ça, c'est vraiment quelque chose de spécifique au Valais. Et c'est quelque chose qui va se retrouver également à Aoste, en Italie, mais qu'on ne retrouvera nulle part ailleurs. Donc, vous voyez, il y a des spécificités locales qui vont se développer pendant quelques centaines d'années dans des régions et puis qu'on ne retrouvera pas ailleurs. Après, il y a d'autres formes de mégalithisme beaucoup plus diffuses, comme des coffres avec sorte de tumulus circulaire. Donc ça, ce type de morphologie, on peut le retrouver du Levant, enfin du Proche-Orient jusqu'au sud de la France et un peu partout dans le monde. Donc il y a des petites spécificités locales et on en a un très bon exemple en Suisse. D'accord. Et dites-moi, vous avez abordé tout à l'heure la fonction de ces mégalithes. Hein. Vous allez parler d'une fonction sépulcrale, cérémoniale également, si j'ai bien compris. J'ai lu ici ou là qu'il y avait également, si on prend l'exemple de Stonehenge, un dessin astronomique, calendaire ou ce type de fonction-là qui existe également. Alors, du dessin ésotérique, vous voyez ce que je veux dire, est-ce qu'il y a quelque chose d'autre que les fonctions sépulcrales dont on parlait tout à l'heure? Alors, c'est vrai que c'est souvent lié au lever du soleil, au coucher du soleil, donc
les hommes préhistoriques étaient vraiment en lien avec la nature et d'un point de vue topographique, les tombes ne sont jamais situées à n'importe quel endroit. Il y avait vraiment un choix précis des populations, des communautés. Pour le travail que moi j'ai réalisé au Proche-Orient sur tout ce qui est orientation des tombes par rapport aux astres, etc. C'est vrai qu'il y a une constante vers le lever du soleil ou le coucher du soleil. Voilà, ça dépend des lieux. Par exemple, à Oman, on est plus orienté vers l'ouest. Et puis, par contre, vous allez dans le Sinaï, ça sera plus à l'est. Donc voilà, chaque zone est très différente. Après, pour nous, c'est très difficile parce que ce sont des sociétés sans écriture qui n'ont pas laissé de traces écrites de leur pratique. L'orientation, par rapport à quoi? Est-ce que c'est par rapport au lever du soleil, au coucher du soleil? Certainement. Mais c'est très difficile d'expliquer ces phénomènes et les liens avec l'astronomie. C'est toujours un terrain difficile pour nous en archéologie. On se rend bien compte qu'il y a des choses qui ont été choisies par les hommes, par les communautés. Après, en ethnoarchéologie, c'est vrai que quand on choisit de construire une tombe, on va faire appel à un chaman qui va poser des questions avec l'au-delà, faire appel aux défunts pour voir si les esprits sont d'accord pour déplacer ou non cette pierre tel jour. Voilà, si les individus sont en harmonie avec l'ensemble du cosmos. Maintenant, pour nous, c'est très difficile d'appliquer tout ça sur des choses qui sont très anciennes où on n'a aucune trace écrite. Oui, ce ne sont que des hypothèses ou des suppositions. Et c'est bien évident que les communautés étaient très très en lien avec ce qui se passait autour d'elles. Et voilà. Mais après, je peux pas en dire beaucoup plus. Non, mais c'est très bien. C'est des questionnements qui peut-être trouveront des réponses plus tard. Je ne sais pas. Je m'étais même posé la question est-ce que ça pouvait être tout simplement une manière de délimiter un territoire, de dire voilà ici cette singularité-là. Enfin, ça nous permet peut-être de marquer d'une certaine façon le début de quelque chose ou l'espace de quelque chose. Enfin, voilà, pourquoi pas finalement. Mais pour en revenir donc à la manière d'ériger ces mégalithes, qui les érigeait en vrai et qui décidait de les ériger? Est-ce que c'est la communauté des personnes d'un village qui tout d'un coup à un appel de quelque chose ou stimulé par quelque chose d'autre, je sais pas, peut-être même un signe, une catastrophe ou une éclipse, je ne sais pas, décidait de marquer le coup, et puis qui étaient ces personnes qui passaient du temps et de la sueur pour pouvoir ériger ces pierres monumentales? Alors en fait, la première question que vous m'aviez posée sur les territoires, elle est intéressante parce que à la préhistoire, il semblerait, parce que avant le mégalithisme, les hommes inhumaient leurs défunts en pleine terre. Donc il n'y avait pas cette notion d'ostentatoire, c'est-à-dire de mettre les ancêtres en avant et de les enterrer dans des constructions monumentales qui demandent un certain effort. Ce qu'on s'aperçoit, c'est que les communautés, au début du néolithique, elles vont commencer à accumuler énormément de ressources et de richesses. Et le mégalithisme, il apparaît dans un contexte, et ça c'est vrai pour le néolithique en Europe, mais également dans des tribus plus récentes, notamment en Indonésie. J'ai pu constater que le mégalithisme, il apparaît dans des sociétés qui ont suffisamment de ressources pour mettre en œuvre ces monuments. Donc, ils vont être capables d'accumuler suffisamment de ressources pour pouvoir les construire. Et justement, ce sont ces commanditaires qui vont qui ont suffisamment de ressources, qui ont suffisamment de pouvoir sur plusieurs individus de leur tribu pour pouvoir commander ces fameux monuments mégalithiques. Et après, évidemment, on a les personnes qui vont ériger ces monuments mégalithiques, qui ne sont pas forcément les mêmes que les commanditaires, puisque autour de ces commanditaires, il y a des personnes qui sont redevables, qui sont dépendantes de ces commanditaires, qui vont être monopolisées, enfin je sais pas, rassemblées en tout cas pour aider à la construction de ce monument. Soit il va y avoir rétribution du travail.
Souvent, c'est de manière informelle, hein, c'est-à-dire que soit parce qu'ils vont être protégés par les commanditaires, soit parce qu'ils vont être nourris. En Indonésie, par exemple, quand les gens viennent aider pour tracter des pierres, eh bien, à la fin de la journée, il y a des sacrifices d'animaux et puis il va y avoir un banquet, il va y avoir de la nourriture distribuée aux personnes qui sont venues aider. Et parfois, pour ces personnes, c'est c'est le moment où ils vont pouvoir manger de la viande, ce qui est très rare pour eux. Donc, c'est un moment important. Donc, c'est vrai que les gens vont facilement venir aider ces commanditaires parce qu'ils attendent un retour sur l'effort qu'ils vont investir. D'accord, merci beaucoup. Donc, si j'ai bien compris, c'est là un signe d'opulence d'une civilisation, en tout cas d'un groupe humain qui apparaît. Ouais. Très bien. À quel moment est-ce que ces pratiques s'éteignent, je dirais, puisque vous l'avez dit que ça continue encore, mais on peut dire que dans le bassin européen, c'est fini. Alors, à quel moment? Eh bien, moi, d'après ce que j'ai pu constater en ethnoarchéologie en Indonésie, parce qu'il y a eu plusieurs phénomènes d'apparition et de disparition de ce mégalithisme à des périodes historiques. Donc, on a des traces écrites et puis on comprend mieux. Puis, comme le mégalithisme est encore présent et très actif aujourd'hui, on se rend compte que quand il y a une nouvelle religion qui va arriver, par exemple l'islam ou le christianisme, ça va un peu éteindre ces pratiques. Également aussi, j'ai pu remarquer que pour l'île de Nias, où il y a eu le tsunami, plusieurs tremblements de terre et voilà quelques désastres écologiques, le fait qu'il y ait moins de ressources, moins d'argent en fait généré par les ressources locales, le mégalithisme forcément va s'éteindre aussi à cause de ces problèmes économiques. Donc c'est souvent lié à l'arrivée de d'autres choses, d'autres cultures ou d'autres religions. Et puis aussi un effondrement économique. Après, pour le néolithique en Europe, c'est plus difficile. C'est vrai qu'il y a certaines ressources qui ne sont peut-être plus à la mode à certains moments. C'est vrai que, par exemple, les Alpes en Suisse, il y avait un échange avec des roches avec la Bretagne contre du sel. Et ces échanges ont généré énormément de ressources, en tout cas des moyens, qui ont participer à la construction de ces monuments mégalithiques. Donc, peut-être qu'à un moment donné, ces roches vertes n'étaient plus à la mode ou n'intéressaient plus personne, et du coup, cette ressource n'était plus possible, et il y a eu un effondrement économique qui est lié à cette absence de besoin. Bon, là, c'est un exemple, mais il peut y en avoir d'autres. Et maintenant, à nous, archéologues, d'essayer de trouver quelle était la ressource qui a pu aider certaines populations à générer suffisamment de richesses pour pouvoir construire ces mégalithes. Génial, quelle aventure que de chercher et de continuer d'investiguer. Encore 2-3 petites questions et puis on vous laissera tranquille parce qu'il y a effectivement cette contrainte de temps dont vous parliez. Que sait-on des personnes qui étaient occupées à l'érection de ces mégalithes? Étaient-ils des personnes sélectionnées et ont-elles bénéficié ensuite d'un statut particulier ou finalement non, c'était des personnes lambda? Alors, en archéologie, c'est très difficile. On peut pas distinguer ces personnes. Donc, pour nous, les personnes qui sont inhumées dans la tombe, ça serait très difficile pour nous, puisque ce sont des tombes collectives. Il y a plusieurs centaines d'individus parfois. C'est très difficile pour nous de savoir s'il s'agit simplement des commanditaires et de leur lignage, ou si tous ceux qui ont participé à la construction de la tombe ont été également inhumés. Donc, pour nous, c'est très compliqué. En revanche, avec l'ethnoarchéologie, il est très clair que seuls les commanditaires et leur lignage sont inhumés. Parfois, les esclaves qui font partie de la famille. Donc, on appelle ça des morts d'accompagnement. Au moment où la personne qui est propriétaire de la tombe décède, toutes les personnes dépendantes de celle-ci vont l'accompagner dans la mort. Par contre, ceux qui construisent le monument, eux, sont vraiment des personnes qui font partie de la famille élargie, mais ne vont pas donc être inhumées dans la tombe. Donc, c'est complètement différent. Après, je ne sais pas si ça se répète en Europe ou si c'est simplement dans l'île de Sumba, là où j'ai pu faire mes observations. C'est vraiment ceux qui viennent bâtir la tombe, ils viennent là pour un jour précis, pour donner leur force, leur temps de travail au commanditaire qui est très puissant et qui a su
rassemblés. Il avait un réseau social suffisamment important pour faire venir toutes ces personnes auprès de lui à ce jour précis et bâtir sa tombe. Ces gens-là, ils seront inhumés ailleurs, dans d'autres zones. Pour les plus pauvres, parfois, c'est simplement en pleine terre. Et puis pour les mieux lotis, ils essaieront de se bâtir une tombe mégalithique. D'accord. Juste encore pour en terminer, concernant les outils, dont on se servait, est-ce que l'on observe au travers des temps et de la géographie des analogies? Est-ce qu'on peut dire que par exemple les déplacements des pierres se faisaient à peu près tous sur les mêmes modalités? Et a-t-on retrouvé des outils qui ont permis, je sais pas moi, différents outils qui ont permis justement l'érection de ces pierres-là? En fait, pour la traction des pierres, c'est très compliqué parce que il y a aucune trace de laisser. Par contre, pour tout ce qui est outils, Florian Cousseau, donc la personne qui a monté l'exposition avec moi, a beaucoup travaillé sur les techniques de construction et notamment les outils qui ont été utilisés. Et certains outils ont pu être retrouvés, notamment dans des zones où il y a de la tourbe, de la terre qui conserve bien des matériaux organiques. Sur les fouilles, on a pu retrouver des traces d'outils. Donc, on sait maintenant que, par exemple, les omoplates de bovidés ont pu être utilisés comme pelles. On a fait refaire d'ailleurs à l'identique certains outils par Philippe Guillonnet, qui donc, avec des techniques traditionnelles, refait des outils qui ont été découverts à la préhistoire et qui ont pu être utilisés pour la construction de ces monuments mégalithiques, et ils sont exposés dans l'exposition. J'invite vraiment les gens à venir parce que on a mis à leur disposition tous les éléments pour comprendre comment les monuments mégalithiques sont bâtis, toutes les techniques d'approche. Donc vous avez de la 3D, il y a une table tactile où vous pouvez vraiment vous promener dans un monument mégalithique. Il y a ces outils qui sont exposés. Tous les types d'outils qui ont pu être utilisés. On a également des sacs qui ont été réalisés en cordage qui sont magnifiques et qui montrent comment on pouvait transporter la terre et les pierres pour bâtir les monuments mégalithiques. Les cordes également tressées à partir d'aubiers de tilleul, de libères de tilleul, pardon. Et tous ces matériaux utiles pour la construction des monuments mégalithiques. Très bien. Voilà. Et puis, il y a également une vidéo qui a un petit film sur l'Indonésie où on voit des gens tirer des pierres, il y a quelques années. Et c'est très, très utile, en tout cas, pour comprendre comment on pouvait bâtir les monuments mégalithiques. Tout ceci est à découvrir, tout ceci et plus encore est à découvrir à l'exposition Mégalithes d'ici et d'ailleurs, à partir du 1er septembre et jusqu'au 30 octobre 2020, du lundi au vendredi à 7h30 et 19h, il y a toute une batterie d'ouvertures spéciales que l'on mettra, comme on l'a dit tout à l'heure, au libellé du podcast. Merci beaucoup pour toutes ces explications, Tara Steimer. On le rappelle, vous êtes chargée de cours au laboratoire d'archéologie préhistorique et vous êtes la co-commissaire de l'exposition. Merci pour toutes ces informations. Et puis juste pour en terminer, une petite question un petit peu perso. Pourrait-on faire l'analogie entre une obélisque et un mégalithe? Est-ce que d'une certaine manière, c'est une forme de mégalithe, l'obélisque, ou pas du tout? Bien sûr, vous avez tout à fait raison. C'est une forme très ostentatoire de montrer son pouvoir, sa richesse. Et sa culture, mais vous avez toute forme de choses ostentatoires, qui étaient visibles dans le paysage. Ça c'est une forme ostentatoire de construction. Et le mégalithe, c'est dans ce sens-là, tout se vaut. Très bien. Ouais. Je vous remercie pour l'invitation en tout cas. Merci beaucoup à vous et puis bon courage pour cette exposition.